Plus de 40% des femmes dans le monde vivent dans un pays qui met leur vie en danger en interdisant l'interruption volontaire de grossesse. En France, depuis le 8 mars 2024, la liberté d'avorter est inscrite dans la Constitution française. Nous sommes le seul pays au monde à avoir franchi ce pas. L'avortement n'était mentionné dans la Constitution que de 3 pays jusqu'à présent, et c'était pour l'interdire. 50 ans plus tôt, le 17 janvier 2024, la loi Veil relative à l'IVG était promulguée. Il n'était alors pas question de droit, mais de dépénaliser ce geste par une suspension encore provisoire de l'article 317 du Code pénal qui en faisait un délit. Et on se met à parler de droit en 2016 quand la loi consacre le droit de choisir une méthode abortive. Durant ce demi-siècle, différentes avancées verront le jour, le remboursement partiel puis intégral de l'IVG, l'allongement du délai durant lequel il est possible d'avorter, la simplification des démarches y menant. Mais aujourd'hui, où en est-on ? Cette constitutionnalisation signale fort rend-elle pour autant le droit à l'avortement plus effectif ? Ce droit est-il menacé dans notre pays et pourquoi ? Que mettre en place pour le protéger ? On va en parler avec le docteur Philippe Fauché. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. On va se faire des politesses. Vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Armand-Trousseau à Paris, cofondateur du réseau entre la ville et l'hôpital pour l'orthogénie et le Révo, auteur de 1 sur 3 chez Robert Laffont, et vous avez participé également à un livre collectif qui s'appelle De haute lutte, la révolution de l'avortement, livre dirigé par Stéphanie Hennette-Vauchez et Laurie Marguet aux éditions du CNRS. Je voudrais qu'on commence en parlant de vous. Vous êtes gynécologue obstétricien, donc très engagé depuis longtemps dans la défense de ce droit des femmes à avorter. D'où vient cet engagement ? C'est un acte militant pour vous ? Je suis tombé en fait dans l'avortement complètement par hasard. C'est-à-dire que j'étais formé pour être chirurgien, gynécologue, obstétricien, accoucheur, et puis je voulais absolument rester à l'hôpital. Et on m'a proposé un jour un poste pour m'occuper des interruptions volontaires de grossesse, du planning familial, que j'ai accepté, j'avoue, à reculons. Oui. À reculons, pourquoi ? À reculons parce que c'était quelque chose d'abord qui ne m'avait pas été enseigné, et puis quelque chose que je pratiquais mais de façon assez machinale en tant qu'interne, entre guillemets, qui ne m'intéressait pas vraiment puisque je faisais que l'acte d'avortement instrumental sans voir déjà les femmes en consultation parce que c'était d'autres médecins qui les voyaient. Et en fait, ce qui me passionnait, c'était la chirurgie, l'obstétrique, etc. Enfin, j'avais fait médecine comme je le mets à la première page de mon livre que vous avez eu la gentillesse de citer. Personne ne fait médecine pour devenir un avorteur. Donc en fait, voilà, j'ai accepté ce poste et j'ai commencé à m'occuper des femmes, plutôt mal, je pense. Et puis après, beaucoup grâce à des rencontres, grâce beaucoup à des lectures, effectivement, j'ai fini par changer d'ailleurs mon point de vue, ma façon de faire. Et j'espère aujourd'hui, maintenant, m'occuper des femmes dans la plus grande bienveillance et en respectant leur autonomie. Mais au départ, ce n'était pas un engagement de ma part. Vous avez 60 ans aujourd'hui. Les médecins qui pratiquent l'IVG aujourd'hui, les jeunes médecins, je voulais dire, est-ce qu'il y a cet engagement, cette volonté d'aider les femmes, ou est-ce que quand même les choses ont un peu changé dans les mentalités ? Les choses ont changé. Je ne parlerai pas aujourd'hui pour les jeunes médecins d'engagement. Je parlerai plutôt de normalisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout comme dans les contextes de la loi Veil, où, en fait, il faut le rappeler, l'ordre des médecins était contre l'avortement. La majorité des gynécologues obstétriciens étaient contre l'avortement. Donc, il y a eu quand même une normalisation. Et maintenant, en dehors de quelques exceptions, on y reviendra peut-être sur la clause de conscience, etc. La grande majorité quand même des gynécologues obstétriciens pratiquent des avortements, tout en sachant que c'est quand même pas les gynécologues obstétriciens en France qui font les avortements, c'est quand même majoritairement les médecins généralistes. Mais chez les jeunes médecins, les jeunes internes que je vois, il y en a très peu qui refusent de faire des avortements. Ils font ça comme tous les autres gestes. Par contre, c'est effectivement que spontanément, ils ne viennent pas, par exemple, assister à mes consultations, voir comment c'est de recevoir une femme qui veut avorter, etc. Ils font le geste, il n'y a pas d'opposition à le faire. Après, je pense que quand ils sont installés, ils font des IVG. Et on n'est quand même pas du tout dans le contexte des années 70. Donc, du coup, on ne peut pas parler d'engagement maintenant, on peut parler de normalisation. Votre livre grand public, je disais que l'absurde passionnant s'intitule 1 sur 3. 1 sur 3 parce que c'est la proportion de femmes qui a eu un jour recours à un avortement. Est-ce que depuis la loi Veil, ce chiffre a beaucoup évolué ? Non, ce chiffre ne bouge pas beaucoup. Ce qui change quand même, c'est quand même depuis les années 70, il y a quand même une diminution de la part des grossesses non prévues grâce à la diffusion de la contraception. Mais ce qu'on voit dans les statistiques, c'est que quand une femme est confrontée à une grossesse non prévue, elle a beaucoup plus tendance à l'interrompre aujourd'hui qu'elle le faisait dans les années 70. Et d'ailleurs, on peut préjuger que ça ne va pas s'arranger avec les années qui viennent et les contextes géopolitiques
qui nous menacent, l'avenir n'est quand même pas radieux. Et donc, on peut imaginer justement que mettre au monde un enfant aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que de le faire comme il y avait 50 ans. Donc, avec une proportion plus grande à vouloir avorter. Chaque année, au mois d'octobre, le nombre d'IVG pratiqués en France l'année précédente est rendu public. Et en 2023, on a constaté une petite augmentation, 3,7% par rapport à 2022. Ça a fait réagir, bien sûr, notamment de la part des anti-IVG qui ont dit, voilà, vous voyez bien que ça augmente. Comment vous réagissez à cela, cette petite augmentation? Oui, alors chaque année, vraiment, ça c'est on a les anti-IVG, mais aussi, excusez-moi, les journalistes. C'est-à-dire qu'à chaque Non, fois, mais je ne le prends pas pour moi, je vous ce en n'est pas prie. pour vous, mais à chaque fois dans la presse, c'est une hausse du nombre des IVG, etc., etc., comme si finalement l'IVG était une maladie, était une épidémie, quelque chose qu'il fallait combattre absolument. Est-ce qu'on compte de la même façon le nombre de personnes qui ont le droit de se nourrir, de se loger? Mais non, les avortements, il faut les compter. Donc je pense que ça masque quand même tout à fait une panique morale qui persiste toujours sur l'IVG et qui n'est absolument pas un problème de santé publique. Ce qui est un problème de santé publique, si on veut en trouver un, c'est les grossesses non prévues. C'est-à-dire qu'il faut voir, est-ce que les femmes ont la capacité aujourd'hui de prévenir toujours une grossesse? Mais l'avortement est une solution. Face à une grossesse non prévue, si une femme choisit d'avorter, c'est pas un problème de santé publique. Donc en fait, moi je crois qu'on peut que se réjouir que les femmes puissent avorter, surtout que maintenant c'est dans la Constitution. Donc savoir qu'il y en a... Alors quel est le nombre normal que devraient faire les femmes? Enfin, pour moi c'est absurde. Mais en fait, c'est vrai que chaque année, on a ça qui revient. Vous l'avez dit, le nombre de grossesses, d'IVG en gros ne bouge pas. Est-ce que chez les plus jeunes, il y a une évolution ou pas? Est-ce qu'il y a une tendance à une diminution Oui, quand alors même? les statistiques montrent clairement que depuis une vingtaine d'années, il y a une diminution importante du nombre d'avortements chez les jeunes, notamment chez les mineurs, mais aussi chez les 18-19 ans. Donc il n'y a pas du tout à s'affoler sur des avortements galopants chez les jeunes, avec une sexualité débridée. Enfin, c'est des discours qu'on peut parfois entendre. Il y a beaucoup moins d'avortements aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a par exemple 20 ans. En revenant en 75, la loi Veil donc est promulguée, je le disais, ça n'était pas un droit, hein, c'est une dépénalisation, c'est provisoire. Il faudra la loi Pelletier de 79 pour qu'elle soit définitive, mais avec de nombreuses restrictions, notamment la limite de 10 semaines de grossesse pour pouvoir avorter et la clause de conscience spécifique pour les médecins, on va y revenir. Il y avait deux restrictions qu'on a du mal aujourd'hui un petit peu à imaginer, la situation de détresse et la semaine nécessaire de réflexion. C'était quoi, hein? C'était tout à fait dans le cadre et dans l'ambiance de la loi Veil des 70, qui était de mettre l'avortement dans le cadre de l'exception, dans le cadre de la dramatisation. Vous vous rappelez les mots de Simone Veil: l'avortement est un drame, il doit rester l'exception. Donc il fallait évidemment que les femmes ne puissent pas avorter trop facilement, que ce soit vraiment un ultime recours. Et c'est pour ça qu'il y avait dans la loi cette notion de détresse, parce qu'il fallait vraiment protéger ces pauvres femmes désespérées qui allaient se livrer aux mains des faiseuses d'anges et risquaient d'en mourir. Donc il y avait une protection des femmes, donc il fallait qu'elles soient forcément en détresse. Et puis surtout, il fallait qu'elles réfléchissent bien à ce qu'elles étaient en train de faire, vu la gravité de ce que ça pouvait être d'interrompre une grossesse. Bon, 50 ans après, heureusement, on n'en est plus là. Et Ces en deux fait, notions ont été ça a été, supprimées. ça a été... Bon, à l'époque, dans les deux discours, on disait, mais à quoi ça sert de supprimer la notion de détresse? C'est capital, c'est très important. De la même façon, supprimer le délai de réflexion de 7 jours, c'est très Qui pouvait important amener les aussi. femmes hors délai, hein. Déjà au niveau du symbole, de dire qu'une femme doit réfléchir, je vous signale d'ailleurs en passant qu'elles doivent toujours réfléchir pour avoir une contraception permanente, une stérilisation, elles doivent réfléchir 4 mois. Les femmes et les hommes aussi, hein. Et ça n'existe que pour ces questions liées à la reproduction. Pour l'avortement, heureusement, ça a été supprimé, mais généralement, une femme, quand elle veut avorter, il y a quelques cas de femmes qui sont très ambivalentes et qui ont besoin de temps. À ce moment-là, évidemment, on leur donne Bien le sûr. temps, mais une femme qui veut avorter, pourquoi lui imposer une réflexion de 7 jours? C'était absolument pas tolérable. Autre limite, c'est l'absence de prise en charge. Il a fallu 82 pour qu'Yvette Roudy obtienne un remboursement partiel de l'IVG. 2012 est la loi de financement de la sécurité sociale pour le remboursement total. Et 2016 est la loi Touraine pour le remboursement de l'acte et les examens y afférents comme les échographies. C'est une grande évolution, tout comme celle garantie par la loi Aubry de 2001 qui supprime une obligation de consultation. Alors aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que l'avortement peut se faire dès que la femme le demande, en gros? Absolument. Dès qu'une femme vient demander un avortement, alors elle peut le faire facilement par méthode médicamenteuse, c'est-à-dire qu'on peut d'emblée leur donner des comprimés pour faire un avortement. Quand il s'agit de faire un avortement par méthode instrumentale, ça peut être plus compliqué, notamment s'il faut une anesthésie. À ce moment-là, il faut prévoir une consultation avec Consultation, anesthésie, etc. Mais on peut aussi faire des avortements sous anesthésie locale. Alors là aussi, on peut reporter un peu le temps de prévoir les plannings au niveau du bloc opératoire, mais il y a certaines équipes qui s'arrangent pour pouvoir faire éventuellement dans la foulée, le jour de la consultation, un avortement par méthode d'aspiration sous anesthésie locale. Donc c'est tout à fait possible maintenant légalement. Autre évolution, donc la notion de détresse a disparu, les délais ont été allongés, mais la clause de conscience, elle, est toujours présente. On parle de tout ça tout de suite.
Je tourne la page, voilà, je suis bloquée. Carnet de santé consacré aujourd'hui à l'IVG, la façon dont la loi a évolué, la constitutionnalisation de cette liberté et la situation actuelle dans notre pays. Pour en parler, nous sommes avec le docteur Philippe Fauché, gynécologue obstétricien. Alors, les délais. En 75, il était possible d'avorter jusqu'à 10 semaines de grossesse. En 2001, avec la loi Aubry, on est passé à 12 semaines. Et en 2022, à 14 semaines de grossesse. Vous prenez l'allongement de ce délai. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de femmes hors délai. Pourquoi vous dites on peut aller plus loin ? Parce qu'il y a des femmes qui se retrouvent hors délai pour différentes raisons. Soit c'est une découverte tardive de la grossesse, soit c'est des prises de décision de garder ou pas la grossesse qui sont extrêmement difficiles et compliquées, ce qui fait que ça allonge les délais. Il y a des difficultés d'accès dans certaines régions qui allongent le parcours des femmes. Ça, ouais. On en parlera certainement. Donc du coup, il y a certaines femmes qui peuvent se retrouver au-delà du délai légal. Et envoyer ces femmes obligatoirement à l'étranger, surtout quand elles n'ont pas les moyens de le faire, et c'est donc préjudiciable pour les plus pauvres et les plus démunis, ça crée une inégalité entre les femmes, cette notion de délai. Maintenant, cette notion de délai, elle existe dans la quasi-totalité des lois dans le monde entier. Oui, justement, dans les pays qui ont allongé ce délai, et ça va jusqu'à quand, est-ce qu'on a constaté d'abord une hausse du nombre de cas ou pas ? Pas du tout. On a des statistiques très bien faites, notamment dans des pays comme l'Angleterre, le Royaume-Uni, pardon. Qui est à quel délai ? Qui est à 24 semaines, 24 semaines d'aménorrhée, donc 22 semaines de grossesse. Et on constate qu'il y a moins de 1% des femmes qui avortent au-delà d'un semaine, par exemple. Donc là, 99% des femmes avortent avant, et la majorité des femmes, d'ailleurs, avortent tôt, au moment du premier trimestre. Donc c'est pas l'idée de dire, en augmentant les délais, les femmes vont se dire, tiens, je vais aller passer 15 jours au soleil et puis je vais revenir pour avorter. C'est pas comme ça que ça se passe. Une femme qui veut avorter, elle avorte tout de suite. Donc en fait, en augmentant le délai, on va pas augmenter l'âge gestationnel de femmes qui avortent. Maintenant, je pense qu'il faut augmenter ce délai justement pour pouvoir prendre en charge ces femmes, notamment les plus précaires. Rappeler que ce délai, il est absolument arbitraire. C'est-à-dire qu'il n'est fondé absolument pas sur une donnée médicale ou scientifique. Il n'y a pas un moment techniquement où il faut arrêter de faire des IVG parce que c'est plus dangereux ou plus compliqué. Il y a quand même beaucoup de médecins qui s'opposent à cet allongement dans notre pays, en disant qu'ils n'ont pas été formés pour ça ou qu'ils n'ont pas le matériel nécessaire pour avorter des femmes plus tardivement. Alors le matériel nécessaire, c'est une pince. Donc voilà, un gynécologue obstétricien qui dit qu'il ne peut pas avoir une pince, c'est un petit peu bizarre. La technique est la même à 13 semaines ou à 15 semaines ? Alors, la technique n'est pas la même, c'est-à-dire qu'à partir de 14-15 semaines. Donc là, nous, en France, on est jusqu'à 16. Je parle en semaine d'aménorrhée comme tout. Semaine d'aménorrhée, c'est depuis les dernières règles. Voilà. Donc, à partir de 15 semaines, on ne peut plus faire une simple aspiration. C'est-à-dire, on ne met pas simplement une canule qui aspire tout de suite la grossesse. On est obligé de mettre une pince dans l'utérus et on est obligé de morceler le fœtus et de l'extraire. Donc, ça s'appelle la technique de dilatation-évacuation. C'est une technique que maîtrisent parfaitement les Américains, les Anglais, les Hollandais. Les Hollandais vont jusqu'à 22 semaines. Ils le font sans complications majeures, avec, comme tous les gestes, un faible risque de complications. Donc, ils savent le faire. Après, quand on ne sait pas faire un geste, on se forme. Donc ça, c'est pas très compliqué. Donc, c'est une formation qui n'est pas difficile. Le geste n'est pas... Par rapport à ce que je sais faire un gynécologue obstétricien, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, cet argument de dire on n'est pas formé, si on n'est pas formé, on se forme. Et puis, au pire du pire, on peut toujours pratiquer, comme font par exemple les Nordiques, l'avortement par méthode médicamenteuse. C'est-à-dire que, c'est un petit peu choquant de le dire, mais c'est ce que font les Suédois et que vont maintenant faire les Norvégiens et les Danois, puisqu'ils viennent d'augmenter aussi leur délai à 18 semaines. Ils font expulser les femmes par voie basse. Donc, ils ne font pas ce geste chirurgical, instrumental qui peut... Je croyais que la méthode médicamenteuse n'était efficace que vraiment tout à fait au début. Ah non, on peut interrompre une grossesse par méthode médicamenteuse jusqu'à 9 mois de grossesse. Ça marche très bien. Maintenant, c'est une journée d'hospitalisation, c'est des contractions douloureuses pendant toute une journée, c'est quand même assez compliqué pour la femme. Alors que la méthode instrumentale, c'est une anesthésie générale, voire locale, d'une quinzaine de minutes et elle ressort et c'est terminé. C'est ce que font les Hollandais. Vous allez en Hollande pour avorter. Les Hollandais et les Anglais, pas tout le Royaume-Uni, font la méthode instrumentale. Donc en fait, c'est tout à fait faisable techniquement. Il y a des pays où il n'y a aucun délai ou pas ? Oui, alors il y a le Canada, qui est le seul pays dans le monde où il n'y a pas de loi spécifique sur l'avortement, donc il n'y a évidemment pas de délai. Il y a aussi certains États américains qui n'ont pas de délai dans leur... Vous savez que c'est un peu différent selon les États, donc il y a des États américains où ils vont très loin. Des États qui commencent à interdire et d'autres qui vont très loin. Il y en a qui vont depuis le début sans avoir mis de délai dans leur loi, dans leur loi de l'État, donc du coup ils peuvent aller très loin, y compris par méthode instrumentale. Mais donc, il n'y a pas effectivement d'obstacle technique, j'allais dire. Voilà. Est-ce que vous comprenez quand même que dans les discussions, il y a un problème
éthique ou morale à allonger le délai? Bien sûr, comme d'habitude sur ces questions, il y a toujours cette préservation de l'équilibre entre l'autonomie de la femme et, on va dire, le respect de la dignité de la vie humaine. Donc c'est ce qu'il y a dans toutes les Mmh. législations. Et en fait, il y a une ligne de crête qui est entre ces deux droits. Et souvent, elle est marquée par le délai légal. C'est-à-dire qu'on le fixe pour dire, bah, à partir d'un certain délai, la femme ne peut plus choisir pour Mmh. elle-même. Et en fait, finalement, bah, on ne peut plus interrompre la grossesse. C'est pour ça que ces pays, ceux qui vont le plus loin, vont jusqu'à 22-24 semaines. C'est pour préserver, si vous voulez, cet équilibre. Parlons des médecins et de la clause de conscience spécifique instituée en 75 et qui existe toujours. Alors pour bien comprendre de quoi il s'agit, dans le code de la santé publique, il y a une clause de conscience générale pour les médecins, pour tout acte, qui dit: hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Ça, c'est pour tous les médecins et pour toute la médecine. La loi Veil de 75 a introduit dans notre droit une clause de conscience spécifique pour cet acte qui dit qu'un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, mais qu'il doit informer sans délai l'intéressé de son refus, lui communiquer immédiatement le nom de praticien ou de sage-femme susceptible de réaliser cette intervention. Est-ce que c'est vraiment un obstacle aujourd'hui à l'IVG en France et pourquoi vous voulez qu'elle soit supprimée, cette clause de conscience spécifique? Pour plusieurs raisons. D'abord, donc finalement, comme vous l'avez très bien dit, c'est une double clause de conscience qui s'applique uniquement à l'avortement, mais aussi à la contraception permanente, c'est-à-dire à la stérilisation. Et Et qui puis s'appliquera probablement à la fin, à l'aide active à mourir si probablement la loi aussi, passe. voilà. Bon. Et puis aussi à la recherche sur l'embryon. Donc on est vraiment uniquement dans le domaine de la reproduction. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles moi je pense qu'il faut que cette double clause de conscience, je ne dis pas qu'il faut supprimer totalement la Bien clause de sûr. conscience. Évidemment, un médecin qui ne veut pas faire un avortement, on ne va pas le forcer à le faire. Premièrement, c'est une clause spécifique à l'IVG qui est particulièrement discriminatoire envers les femmes, parce que c'est quand même les femmes qui avortent, c'est pas les Mhm. hommes. En plus, c'est une clause qui est source d'inégalité, c'est-à-dire qu'en fait, les femmes qui vont le plus avoir de problèmes avec cette clause spécifique, cette double clause spécifique, c'est les plus précaires, c'est les plus pauvres, c'est les femmes qui ne maîtrisent pas, qui ne maîtrisent pas la langue française, qui ont des difficultés d'accès aux soins, etc. Donc, ça crée une inégalité de soins entre les femmes. Par ailleurs, quand cette clause s'exerce dans le service public, ça me semble tout à fait contradictoire avec la neutralité supposée des agents du service public. On est dans un pays qui ne cesse de parler de laïcité, notamment dans l'éducation, où on interdit le port du voile, y compris aux femmes qui accompagnent les sorties scolaires. Et les médecins, eux, ont ce privilège quand même dans le service public, qui est quand même assez particulier, de pouvoir refuser tout simplement de faire cet acte de soin. Alors que c'est un acte qui, je rappelle, est dans la Constitution. Donc il y a aussi une contre-indication, à mon avis, avec la Constitution, où on dit qu'on va garantir la liberté de la femme d'avorter, tout en permettant aux médecins de ne pas faire cet acte. Donc pour toutes ces raisons, il y a une réflexion qui est en cours en ce moment, et je m'en réjouis au niveau du Collège national des gynécologues obstétriciens, pour que le collège se positionne une bonne fois pour toutes Pour sur cette clause de cette clause. conscience. Donc les choses sont en train d'évoluer. Il y a plusieurs commissions, dont celle que je préside de santé sexuelle, mais il y a aussi la commission d'orthogénie et la commission d'éthique du collège qui va se prononcer. Et courant juin, on va prendre une position commune pour que le collège se positionne face à cette clause spécifique, je rappelle bien, spécifique à l'IVG. Qui Il n'est pourrait pas donc question de évoluer supprimer la clause de conscience pour générale. tous les médecins. Les obstacles, l'IVG est menacée dans notre pays pour plusieurs raisons. Il y a une menace liée à la fermeture de nombreuses maternités en France. Ça, on parle beaucoup des fermetures de maternités, mais inhérent à cela, il y a beaucoup de centres d'IVG qui ferment, et ça, on en parle moins. C'est aussi un nombre important de centres d'IVG qui ont fermé Euh, ces dernières années. Oui, on estime à peu près 130 le nombre de centres d'IVG qui a fermé. Donc effectivement, c'est un problème dans certaines régions, et là, il faut intégrer l'IVG dans la question générale de la désertification médicale. C'est Mmh. évidemment encore plus difficile pour une femme d'avorter quand il n'y a pas d'hôpital qui est ouvert avec un centre d'IVG. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même essayer de réfléchir à trouver des solutions alternatives, notamment dans ces régions qui sont sous-dotées en personnel médical et en hôpitaux où il y a des centres d'IVG, pour que les femmes puissent quand même accéder à l'avortement et qu'il n'y ait pas quand même cette inégalité en fonction de l'endroit où on réside. J'ai parlé tout à l'heure d'inégalité en fonction des conditions socio-économiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'inégalité en fonction de l'endroit où on habite en France. Donc, il faut vraiment essayer de... Et là, tout ce qu'on met en œuvre là actuellement, c'est justement pour essayer de pallier à ça. On a l'impression que cet acte aujourd'hui, quand même, est peu valorisé, y compris la formation. Est-ce que c'est suffisant? Comme moi, au début de cette interview, je le disais, c'était un acte qu'on enseignait quasiment pas lors de mes études. Là, ça s'améliore un petit peu. Moi, par exemple, je m'occupe de la formation des internes de gynécologie de l'Île-de-France. On avait jusqu'à il y a 2 ans seulement 1 heure sur l'avortement.
Là, heureusement, on est passé à 3 heures. Donc 3 heures, c'est quand même beaucoup mieux pour pouvoir parler de ça. Donc il y a une amélioration dans la formation des médecins, mais il y a encore quand même beaucoup de choses à faire. Après, il y a la place de on va dire l'orthogénie, la santé sexuelle et reproductive, dans notre grande spécialité de la gynécologie obstétrique. C'est vrai que c'est quelque chose de pas très valorisé. Si vous voulez être nommé professeur des universités, il vaut mieux Faut pas être spécialiste de il vaut, l'IVG. il vaut mieux vous intéresser à l'échographie, à la fécondation in vitro, au diagnostic anténatal. Moi, je connais pas de personnes qui ont été nommées professeurs en s'intéressant à l'IVG, à l'avortement, à la contraception, alors que c'est le cas dans d'autres pays européens. En Suède, je peux vous citer des noms en Suède ou en Écosse, par exemple, de femmes remarquables qui ont fait toute leur carrière sur l'avortement avec des publications et des recherches à ce sujet. On va parler tout de suite des solutions pour protéger cet acte dans notre pays. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. Alors on parle de l'IVG aujourd'hui, un droit toujours menacé dans notre pays. Des solutions existent pour protéger ce geste et les femmes qui y ont recours. On en parle avec le Dr Philippe Fauché, gynécologue obstétricien. C'est une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost, avec à la technique Grégory Vallon et à la vidéo Sacha Krine. Concernant cette inégalité donc d'accès et insuffisance d'accès aujourd'hui, c'est quoi la solution? C'est de plus impacter les sages-femmes. Elles ont le droit de faire quoi aujourd'hui? Et est-ce qu'il faut du coup les mettre encore plus en avant? Absolument. Et en fait, votre question est tout à fait d'actualité, parce que je crois que le gouvernement a indiqué hier dans un communiqué qu'il allait améliorer justement la pratique de l'IVG par les sages-femmes, notamment la pratique de l'IVG instrumentale. Depuis 2016, les sages-femmes pouvaient faire des IVG par méthode médicamenteuse. On les a autorisés à partir de la loi 2022 à faire des IVG par méthode instrumentale. Après les décrets d'application, je ne vais pas revenir dessus, ça a été un petit peu compliqué puisqu'il a fallu les refaire 2 fois vu les conditions qu'on leur imposait. Enfin maintenant, ça y est, c'est réglé. Elles peuvent faire des IVG instrumentales, mais elles pouvaient les faire que dans les établissements de santé, donc dans les hôpitaux. Elles n'avaient pas le droit de les faire en dehors des hôpitaux. Et je crois qu'il y a une annoncière qui dit qu'elles vont enfin pouvoir aussi faire des IVG par méthode instrumentale sous anesthésie locale en dehors des hôpitaux, dans les centres de santé. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir multiplier les endroits d'accès à l'avortement, notamment les centres de santé. Mais ce n'est pas suffisant, les centres de santé. Il faut qu'aussi les centres de santé sexuelle puissent faire des avortements par méthode instrumentale, ce qui n'est pas encore le cas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la loi. La loi, il y a uniquement les centres de santé. Or, les centres de santé, simples, il n'y en a pas. D'ailleurs, pas partout, dans toute la France. Il y a des régions qui sont très peu dotées en centres de santé, alors qu'on est en train de mettre en place en France, il y a une politique ambitieuse de santé sexuelle, et beaucoup de centres de santé sexuelle existent. Et si on pouvait faire des avortements instrumentaux dans ces centres de santé sexuelle, ce serait, à mon avis, un pas en avant important. Mais est-ce qu'elles sont suffisamment, je mets entre guillemets, utilisées, ces sages-femmes, pour ces gestes? Il y a quand même des médecins qui s'opposent à ce qu'elles fassent ces IVG instrumentales, disant que c'est pas à elles de les faire et qu'elles ne sont pas qualifiées pour. Oui, il y a des médecins qui s'opposaient. Maintenant, ils ne peuvent plus tellement s'opposer puisque la loi est passée et que de facto, elles s'y sont mis. En plus, il y a un engagement vraiment des sages-femmes à la pratique de l'IVG qui est quand même impressionnant. Je rappelle que les sages-femmes, maintenant, sont celles qui font le plus d'IVG médicamenteuses en ville, devant les gynécologues obstétriciens, devant les médecins généralistes. Donc, Il faut bien dire quand même que les sages-femmes, elles font les accouchements, qui est un acte quand même qui demande une grande qualification. Quand même. Elles font aussi parfois de la réanimation néonatale. Quand il n'y a pas de pédiatre sur place et que l'enfant naît et va pas bien, elles réaniment. Elles font aussi des petits gestes de chirurgie quand elles recousent les épisiotomies. Enfin, je passe tout ce que ça fait à une sage-femme. Donc, personne mieux que... Quand on pense que c'était des médecins généralistes, voire même c'était les femmes elles-mêmes, je vous rappelle avant la loi, qui faisaient elles-mêmes les aspirations, et qu'on commence à dire que les sages-femmes ne seraient pas capables de le faire, bon, ça me semble un peu fort. Voilà. Donc en fait, en les formant, elles le font très bien. D'ailleurs, elles commencent à le faire. Moi, j'ai la chance dans mon service, j'ai une sage-femme qui va s'y mettre, je vais la former. Je sais qu'il y a déjà plein de sages-femmes en France qui le font, et ça se passe vraiment très bien. Donc ça, c'est vraiment un plus. Vous l'avez dit, il faut réaliser aussi, c'est une des solutions, plus ces actes hors des établissements de santé. Est-ce qu'il faut aussi développer, comment ça se passe, la téléconsultation pour cet acte? Est-ce que la téléconsultation peut suffire pour faire une IVG? Oui, la téléconsultation. Alors, bien sûr, pour une IVG médicamenteuse, évidemment pas pour une IVG instrumentale. Ça a été mis en place au moment du Covid, où en fait on voulait éviter le maximum de déplacements. Donc, on a mis des décrets en France, en suivant comme ça d'autres pays, notamment les Anglais, pour pratiquer des IVG médicamenteuses uniquement par téléconsultation. Puis ça a été pérennisé après le Covid, sauf qu'en France, ça n'a pas marché. Autant en Angleterre, ça a formidablement marché, et que maintenant, aujourd'hui en Angleterre, pour interrompre une grossesse, les femmes ne se déplacent plus.
elles reçoivent les médicaments par la poste et elles font leurs IVG à la maison. D'accord. En France, la téléconsultation n'a pas fonctionné pour différentes raisons. C'est peut-être un petit peu long là de les expliquer. Mais il faut développer la téléconsultation. C'est tout à fait possible, notamment pour les régions enclavées, les régions rurales, les régions montagneuses, où les femmes doivent se déplacer, faire beaucoup de kilomètres pour aller rencontrer un praticien juste pour obtenir les médicaments. Alors qu'en fait, dans le dispositif qui a été imaginé, enfin qui est en pratique en France, le médecin envoie une ordonnance sécurisée à la pharmacie et la pharmacie délivre les médicaments à la femme. Et des pharmacies, il y en a partout, même dans les petits villages. Donc en fait, si elles pouvaient avoir leur consultation uniquement en vidéo et puis aller juste à la pharmacie en bas de chez elles pour obtenir les médicaments, ce serait très bien pour faciliter l'accès à l'avortement. Est-ce qu'il y a aussi des inégalités liées à la situation sociale, économique des femmes, à leur degré d'information? Est-ce qu'elles sont assez informées? Et est-ce qu'il n'y a pas, je pense aux femmes migrantes, aux mineurs, aux plus précaires, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'information? D'information, vous voulez dire sur l'avortement, sur la contraception? L'ensemble, justement, est-ce qu'elles sont suffisamment Globalement. également informées? Alors effectivement, il y a certaines populations qui sont pas aussi informées, on va le dire, on va dire les femmes qui sont nées en France, hein, parce que dans leur pays, elles n'ont pas eu d'éducation à la sexualité, elles n'ont pas eu d'éducation à la contraception, et quand elles arrivent en France, on voit en consultation qu'elles ne connaissent pas les méthodes de contraception. Maintenant, dire que les femmes sont sous-informées en France, que les jeunes sont sous-informés, je n'irai pas jusque-là, hein. Il y a quand même maintenant beaucoup de campagnes d'information sur la contraception. Je ne peux pas dire que les jeunes ne soient pas informés. Et puis quand bien même, vous savez très bien qu'on peut être parfaitement informé et puis prendre quand même des fois des risques dans la vie, hein, qui n'a pas jamais passé à l'orange ou au rouge en sachant très bien qu'on peut avoir un accident. Donc en fait, on peut très bien un jour ne pas mettre de préservatif, on peut très bien un jour oublier sa pilule et se retrouver confronté à une grossesse non prévue. Donc en fait, il faut vraiment bien séparer toute l'information, bien sûr, qui est tout à fait nécessaire à faire d'éducation, à l'information à la vie affective, à la sexualité, mais il ne faut pas le connecter obligatoirement aux grossesses non prévues et aux IVG en disant que on va résoudre le problème des IVG, enfin le problème, si c'est un problème, je vous ai expliqué que je pensais que ça n'en était pas un, on va dire le problème des grossesses non prévues, en améliorant l'information forcément des jeunes. Mais effectivement, des populations précaires, des populations migrantes, il y a sûrement des gros efforts à faire au niveau de l'information sur la contraception. Et puis, il y a aussi évidemment des menaces idéologiques qui perdurent. Il y a des groupes qui ne cessent de faire pression en diffusant de fausses infos, en culpabilisant les femmes. Ça perdure quand même. Et on le sait, notamment sur les réseaux, quand les femmes veulent avorter et vont sur les réseaux, il y a quand même des pressions importantes. Oui, ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui vient des États-Unis, de la Russie, de milliardaires européens, certains Français, qui favorisent, qui sont opposés à l'avortement et qui font tout pour dissuader les femmes d'avorter et s'opposer à l'accès à l'avortement. Donc voilà, il y a des moyens. Les moyens maintenant, ils sont surtout sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur le web. C'est grâce à la loi Neyerz qui a été votée maintenant il y a très longtemps, en 92 ou 93, ils ne peuvent plus s'enchaîner et s'attaquer directement aux praticiens. Ça se passe maintenant sur Internet. Il y a encore des numéros verts, il y a encore des sites qui sont très bien référencés, parce que vous savez que pour être bien référencé, il faut payer. Bien sûr. Ils sont très bien référencés sur les moteurs de recherche, et donc les femmes tombent sur ces sites, téléphonent, et là, elles tombent sur des personnes qui les dissuadent d'avorter. Le choix des mots est très important pour assurer aux femmes la volonté des autorités dans ce domaine. Je le disais, le mot droit n'était pas prononcé en 1975. Et puis, il y a eu cette constitutionnalisation, mais qui parle de liberté, et de liberté garantie. Est-ce que ça veut dire, en tout cas, qu'a priori, le législateur ne peut pas revenir sur cette liberté et donc il lui est impossible de pénaliser de nouveau l'avortement, ou est-ce qu'il peut modifier le délai, le remboursement de l'IVG? Qu'est-ce que ça implique, cette constitutionnalisation? Alors, c'est très important. Pour moi, je suis partie de ceux qui trouvent que c'est vraiment fondamental dans l'évolution de la société d'avoir mis l'avortement et les droits reproductifs dans la Constitution pour l'autonomie des femmes et le droit des femmes. Donc du coup, ce que nous expliquent les juristes, je ne suis pas juriste, mais que ça va être plus compliqué, par exemple, d'interdire l'avortement parce qu'il faudra revenir sur la Constitution. Maintenant, ce que dit la Constitution, c'est que la loi organise l'accès à l'avortement. Donc on peut très bien imaginer qu'on diminue le délai, qu'on rajoute une semaine de réflexion et qu'on complexifie les choses. C'est pas gravé dans le marbre. Non, la Constitution dit juste que la loi doit organiser l'accès à l'avortement. L'avortement, c'est tout, mais sans préciser. On peut toujours. C'est ce qu'on fait aux États-Unis. Regardez ce qu'ont fait les différents États qui interdisent aujourd'hui complètement l'avortement. Ils ont introduit des petites choses, c'est-à-dire mettre des délais de réflexion, faire écouter les bruits du cœur aux femmes, voilà, plein de choses comme ça avant de l'interdire complètement. Donc on peut très bien détricoter la loi et rendre l'avortement plus difficile avant de l'interdire complètement. Après toutes ces années à vous engager auprès des femmes, vous êtes quoi, vous, aujourd'hui? Vous êtes optimiste pour l'avenir de l'IVG? Vous êtes inquiet? Vous êtes vigilant? Vous êtes quoi? Ça dépend si on parle de la France ou on parle du monde.
En France, parlons de la France. Parlons de la France, mais on ne peut pas s'empêcher de, même aujourd'hui de penser à ce qui se passe dans le monde. Parce que il vous reste 20 secondes pour me le dire. La France, je suis vigilant, je suis optimiste, parce qu'on a quand même eu des évolutions quand même depuis une vingtaine d'années qui ont été vraiment excellentes et qui ont vraiment consolidé sur l'avortement. Cette constitutionnalisation, c'est quand même quelque chose de formidable. Donc je suis vigilant, je suis plutôt optimiste. Maintenant, on fait partie du monde, on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain, et voilà. Vigilance pour ce qui se passe au niveau international. Merci beaucoup, Philippe Fauché, pour toutes ces explications.